Je n'étais pas retournée dans ce bureau depuis que grand-mère Barbara avait commencé à tomber malade. Et honnêtement, je n'avais pas envie d'y être maintenant non plus. La seule raison pour laquelle j'étais venue, c'est parce qu'il m'avait fait promettre de le faire. La salle de conférence sentait le produit à bois citronné et le vieux papier. C'était le genre d'odeur qui s'incruste dans le bois et te rappelle les secrets dont on ne parle jamais. Ma mère était assise à côté de moi, ajustant son collier de perles. Ses ongles étaient impeccables et tout en elle semblait soigné, presque parfait. Mon père était assis en face de nous, les bras croisés fermement, comme s'il se préparait à un combat. Et puis il y avait Julia, qui avait toujours l'air de sortir tout droit d'un magazine. Elle portait un chemisier couleur crème, sans un seul pli, et un petit sourire comme si elle savait déjà qu'elle obtiendrait tout ce qu'elle voulait. Maître Dylan, l'avocat de grand-mère depuis plus de 32 ans, s'éclaircit la gorge et ouvrit lentement un dossier. Tout en lui respirait la prudence et le sérieux. Nous sommes ici pour honorer les dernières volontés de Barbara Roberts, dit-il en me regardant directement avant de commencer à lire les documents. À Julia Roberts, commença-t-il, la cabane de Soda Springs et la guitare Gibson de 1957. Julia cligna des yeux. Elle avait l'air surprise, peut-être même un peu déçue. Je pouvais deviner qu'elle s'attendait à plus. À Liam et Bella Roberts, poursuivit-il, l'horloge comptoise familiale, une sélection de disques vinyles, et un don de $20 000 fait en leur nom à une association caritative choisie par Monsieur Roberts. Ma mère émit un son étrange, entre le rire et la toux. C'est une erreur, dit-elle, incrédule. Mais maître Dylan ne s'arrêta pas. Il tourna la page et reprit sa lecture, plus lentement cette fois. À Madison Roberts, ma petite fille et ma confidente, je lègue le reste de mes biens, y compris tous mes avoirs financiers, pour un total de $5 315 000. La pièce devint silencieuse. Personne ne disait un mot. Puis soudain, mon père se leva brusquement et s'écria. Quoi? La mâchoire de Julia se crispa. Le visage de ma mère devint écarlate et elle se leva d'un bond. Elle nous a abandonnés. Elle ne mérite rien, hurla-t-elle. Maître Dylan ne leva même pas les yeux. Il déclara que le testament avait été signé, notarié et déposé par Barbara Roberts elle-même, plusieurs mois avant sa mort. Mais il n'écoutait déjà plus. Mon père se précipita et arracha le chèque que maître Dylan venait de me remettre. Il le brandit comme s'il était faux. Tu crois que ça règle tout ça, me cria-t-il. Avant que je ne puisse dire un mot, il alluma une allumette. La flamme toucha le coin du chèque et le papier noircit à mesure que le feu le consumait. Ma mère arracha l'enveloppe de mes mains et la déchira en morceaux. Personne ne me regardait. Personne ne se souciait de ce que grand-mère avait vraiment voulu. Il ne voyait que ce qu'elle m'avait donné, et il ne le supportait pas. Je serrai le papier de toutes mes forces. Même lorsque l'écriture de grand-mère commença à s'effacer et à se désagréger, je ne lâchai pas prise avant que ces mots ne soient plus que des lambeaux minuscules. C'est alors qu'elle se pencha vers moi et me cracha. Voilà ce qui arrive quand on trahit sa famille. Mais je ne bougeais pas. Je ne pleurais pas, je ne suppliais pas. Je me contentais de sourire. Ce n'était pas un vrai sourire, pas celui qui illumine ton visage. C'était un sourire discret, froid. Le genre de sourire qui t'aide à rester debout quand tout autour de toi s'effondre. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce qu'ils avaient brûlé n'était pas la seule chose que grand-mère m'avait laissée. Ce qu'ils n'avaient jamais vu, c'était la deuxième enveloppe, toujours cachée dans la poche intérieure de mon manteau. La dernière vraie conversation que j'ai eue avec mon père remonte à mes 19 ans. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit. Si tu franchis cette porte, tu ne reviens pas. Pourquoi? Parce que j'avais refusé une bourse complète dans son ancienne université. Il voulait que j'étudie le commerce, comme lui. Mais moi, j'avais choisi une petite université d'arts libéraux dans le nord de l'État. Je voulais étudier le design visuel. Il disait que ce n'était pas une vraie carrière, juste un passe-temps ridicule. Ma mère ne l'a pas contredit. Elle est simplement restée derrière lui, les lèvres pincées, comme si elle retenait son souffle. 4 semaines plus tard, je suis rentrée à la maison pour Thanksgiving. Ma chambre avait disparu. Mon bureau, mon lit, même l'étagère où grand-mère me laissait des petits mots entre les pages, tout avait disparu. À la place, 2 fauteuils gris, une fausse orchidée, et une photo d'un phare que je n'avais jamais vu. Sur la porte, il n'était plus écrit « Madison », mais « Chambre d'amis ». Julia est passée devant moi dans le couloir, en ricanant. « Ne sois pas si dramatique », a-t-elle dit. « Ce n'est pas comme si tu l'utilisais. » Ils ne m'ont pas coupé du jour au lendemain. Au début, c'était de petites choses.
Des cartes d'anniversaire oubliées. Des appels sans réponse. Puis un mois, le chèque de loyer que mes parents m'envoyaient toujours n'est jamais arrivé. J'ai appelé ma mère et elle a soupiré. Chaque action a ses conséquences, Kayla. Tu voulais être indépendante. Maintenant tu le es. J'ai failli perdre mon appartement ce mois-là, mais grand-mère m'a sauvée. Il m'a envoyé exactement ce dont j'avais besoin. Pas plus, pas moins. Après cela, l'argent est venu discrètement, juste assez pour garder les lumières allumées et le chauffage en marche. Rien de tapac sans grave-l'œil, aucune condition. Avec l'argent, il envoyait des lettres. Son écriture était tremblante, mais magnifique. Il ne m'a jamais dit que j'avais eu tort de partir. Il ne m'a jamais demandé de revenir. Mais dans chaque lettre, il y avait quelque chose de plus fort que les règles ou le silence. Quelque chose de mieux que l'argent. Il y avait de l'amour. Un amour vrai, constant, silencieux. Le genre d'amour qui reste, même quand tout le reste disparaît. Il me voyait. C'est à ça que je pense toujours quand je me souviens de grand-mère. La dernière lettre que j'ai reçue de lui est arrivée 4 semaines avant sa mort. Elle était courte, une seule phrase, mais je ne l'ai jamais oubliée. Survivre n'est pas une faiblesse. C'est le premier signe de force. J'ai plié cette lettre et l'ai glissée dans mon portefeuille. Je l'ai gardée avec moi à chaque entretien d'embauche raté, à chaque fête passée seule, à chaque nuit silencieuse où je prétendais que ça ne me touchait pas. Même aujourd'hui, avec les restes calcinés du faux chèque encore posé sur la table devant moi, cette lettre était avec moi. J'ai glissé la main dans mon manteau et touché la véritable enveloppe cachée là. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la porte à clé et enlevé mes talons. Mes jambes tremblaient, mais pas de peur. J'étais simplement fatiguée. Fatiguée de cette fatigue profonde, lourde, qu'on ressent quand on se retient de s'effondrer pendant trop longtemps. J'ai posé mon manteau sur une chaise et sorti avec précaution l'enveloppe que grand-mère m'avait donnée un mois avant sa mort. Il me l'avait remise dans une banquette tranquille du Hilton dîner. Il l'avait enveloppée dans une serviette en tissu, comme si c'était quelque chose d'ancien et précieux. Ne l'ouvre pas, m'avait-il dit, à moins qu'il ne la brûle. Et il l'avait fait. J'ai brisé le seau de cire et ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur se trouvait un chèque. Il ressemblait exactement à celui qu'ils avaient brûlé plus tôt. Même montant, même signature, mais en minuscules lettres rouges, celui-ci portait la mention « copie non négociable ». Je n'ai pas paniqué. Mes mains ne tremblaient même pas. J'ai retourné le chèque et découvert autre chose, une petite clé USB collée au dos, accompagnée d'un autre mot, griffonné de l'écriture désordonnée de grand-mère. Laisse-les le brûler, puis ouvre le vrai fichier. J'ai branché la clé dans mon ordinateur portable. Il n'y avait pas d'écran de mot de passe, pas de temps de chargement, juste un seul dossier nommé « Héritage ». À l'intérieur, un fichier PDF, un formulaire de transfert de fiducie. Signé, attesté et enregistré plusieurs semaines auparavant. Je ne connaissais pas le nom du cabinet d'avocat, mais le numéro de compte inscrit sur le document se terminait par une série de chiffres que j'avais mémorisés depuis des années. L'anniversaire de grand-mère, écrit à l'envers. L'argent était réel. Le transfert avait été effectué. Le chèque qu'ils avaient brûlé n'avait jamais été destiné à être encaissé. C'était un leurre, un piège tendu pour eux, et ils étaient tombés dedans. Je me suis adossée à ma chaise. Mon appartement était silencieux, l'air dense et immobile. Tout cela ne les concernait plus. Ce n'était plus leur histoire. Ça ne l'était plus depuis longtemps. Grand-mère ne faisait pas que croire en moi. Il avait tout planifié, étape par étape. Et maintenant, c'était à mon tour de faire de même. Le lendemain matin, j'ai essayé de consulter le solde de mon compte bancaire. Juste pour être sûr. L'écran a clignoté 2 fois, puis a affiché une erreur. Compte introuvable. J'ai essayé une autre carte, refusé. J'ai actualisé l'écran de connexion et retapé mon identifiant et mon mot de passe lentement, soigneusement, comme si le faire parfaitement allait résoudre le problème. Toujours rien. Au début, je me suis dit que c'était peut-être un verrouillage de sécurité. Peut-être que la banque avait bloqué le compte à cause de ce qui s'était passé la veille. Peut-être que ce n'était qu'un bug. Mais quand j'ai appelé la banque, l'homme au téléphone ne semblait pas confiant. Je l'entendais taper sur son clavier. « Je suis désolé, mademoiselle Roberts, dit-il. Votre compte est marqué comme inactif. » Je fronçai les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il y eut un silence, puis il ajouta. « En fait, il est noté ici, décédé. » Ma bouche s'assécha. « C'est une erreur. »
Il fit une nouvelle pause. Je suis en train de lire le dossier maintenant. Il a été certifié par le bureau du registraire. La date indique qu'il a été enregistré il y a 3 semaines. J'ai raccroché avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Ma voix commençait à trembler. 1 heure plus tard, je suis allé moi-même au bureau de la circulation. La femme derrière la vitre a regardé son ordinateur, puis a froncé les sourcils. Vous êtes signalé comme légalement décédé, dit-elle. Il y a un certificat de décès enregistré sous votre nom complet, Madison Bailey Roberts. Sa voix était calme, mais j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Elle leva les yeux vers moi, incertaine de ce qu'elle devait dire ensuite. Vous devrez faire une demande de rectification, ajouta-t-elle. Mais cette procédure peut prendre des mois. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement sortie. L'air froid à l'extérieur semblait irréel, comme si j'étais entrée dans un rêve. Tout autour de moi paraissait identique, mais tout était étrange. Comme si le sol sous mes pieds n'était plus solide. Et c'est là que je l'ai vu. De l'autre côté de la rue, une femme se tenait immobile sous une rangée d'arbres sans feuilles. Ses lunettes de soleil étaient bien trop grandes pour un ciel aussi gris. Autour de son cou, elle portait un foulard en soie bleu pâle, exactement celui que ma mère disait avoir perdu au pressing, des années plus tôt. Elle ne m'a pas fait signe. Elle n'a pas détourné le regard. Elle faisait que m'observer. Je me suis fondue dans la foule et j'ai marché. Je n'ai pas couru, mais j'avançais d'un pas déterminé. Quand j'ai tourné le coin et regardé derrière moi, elle avait disparu. De retour à mon appartement, j'ai ouvert le tiroir où je gardais toutes les lettres de grand-mère. Je les ai étalées sur la table comme un sentier à suivre, en essayant de comprendre. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'un testament. Quelqu'un essayait de m'effacer complètement, et il s'assurait que ça fonctionne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et sorti la clé USB que grand-mère m'avait laissée. Le dossier nommé « Héritage » était toujours là. Il devait y avoir à l'intérieur la suite du plan. Dans ma table de nuit, j'ai retrouvé la clé en laiton que grand-mère m'avait donnée pour mon 19e anniversaire. Elle était enveloppée dans un vieux mouchoir depuis des années. Il ne m'avait jamais dit à quoi elle servait. Juste qu'un jour, quand je serais prête à me réclamer moi-même, je saurais que ce jour était arrivé. Langford Private Vault était un endroit discret, dissimulé derrière une porte non marquée, à la limite du vieux quartier. Il se trouvait entre une boutique de vin et une librairie poussiéreuse. La femme à l'accueil regarda la clé, consulta une liste et acquiesça. Elle ne posa aucune question. Elle me guida dans un couloir froid. Boîte 19, dit-elle, en déverrouillant un tiroir métallique qu'elle fit glisser vers l'avant. J'ai hoché la tête et attendu qu'elle quitte la pièce et referme la porte derrière elle. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai tendu la main vers le tiroir. À l'intérieur se trouvait une chemise noire. Elle était froide et lisse, du genre conçu pour résister au feu. Je l'ai ouverte lentement, la main ferme. La première chose que j'ai vue, c'était un chèque de banque certifié. Celui-ci était bien réel. Le sceau de la banque était embossé dans le papier. Il était à mon nom, et le montant affichait 5 millions de dollars. Derrière le chèque se trouvait une épaisse pile de documents. Des actes notariés, la preuve légale que l'ensemble du patrimoine familial, chaque bien immobilier, m'appartenait désormais. Ensuite, d'autres papiers, des certificats d'action de Roberts Carroll Holdings. Chaque action avec droit de vote, chaque pouvoir de décision, était désormais à mon nom. Page après page, je voyais ce nom. Madison Roberts. Au fond de la chemise, il y avait une petite pochette en velours. À l'intérieur, une clé USB. De retour chez moi, je l'ai branchée dans mon ordinateur portable. Il n'y avait qu'un seul fichier. J'ai cliqué dessus, et le visage de ma grand-mère est apparu à l'écran. Il était assis dans son fauteuil préféré, dans la véranda. La lumière du soleil filtrait derrière lui. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, mais toujours fort. Si tu vois ça, Kayla, dit-il, alors ils ont fait exactement ce que je redoutais. Ils ont essayé de t'effacer. Il parlait lentement, avec soin, comme si chaque mot comptait. Tu as toujours été la discrète. Celle qui observait. Celle qui ressentait trop, mais disait trop peu. C'est pour ça qu'ils te craignaient. C'est pour ça que je te faisais confiance. Il se pencha légèrement. Ses yeux étaient fatigués, mais encore perçants. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de mémoire. D'héritage. Et s'ils essaient de détruire le tien, voici comment tu le reconstruis. L'écran s'éteignit. Je suis restée là, silencieuse, mais je savais déjà ce que je devais faire.
C'est alors que j'ai vu l'enveloppe collée juste en dessous du judas de ma porte. Elle était simple, blanche. Aucun nom, aucune adresse d'expéditeur, juste une phrase tapée en lettres noires bien nettes. Ils n'ont pas brûlé le vrai chèque. Regarde dans le casier de rangement chez Langford Security. Pas de signature. Aucun indice sur celui ou celle qui l'avait laissé. Juste le silence, de l'autre côté de la porte. Je la fixai longuement, puis me tournai de nouveau vers mon ordinateur portable. Langford possédait plus d'un coffre. Le box arrêt ne figurait sur aucune liste publique, mais je connaissais ce nom. Grand-mère plaisantait autrefois en disant que c'était là qu'il cachait les vrais squelettes. Je me connectai à l'adresse email de succession que grand-mère avait créée lorsqu'il avait établi la fiducie. C'est alors que je vis un message que je n'avais pas remarqué auparavant. Aucun objet, une seule phrase dans le corps du message. Ce n'est pas l'argent qu'ils veulent, c'est la signature. En pièce jointe, un document, un formulaire de transfert d'actifs signé pour Robert Carroll Holdings. En dessous, une autre version, également signée. Il y avait mon nom, mais ce n'était pas ma signature. Ils l'avaient falsifiée. Ils essayaient de vendre l'entreprise. J'ouvris le tableau de bord privé de la société auquel grand-mère m'avait donné accès. Je vis tout. Les transactions, les contrats, les modifications du contrôle de l'entreprise. Chaque mouvement avait été validé en utilisant mon nom alors que j'étais officiellement déclarée morte. Il ne s'agissait plus simplement d'un héritage oublié. Ils essayaient de m'effacer complètement, puis de tout prendre. J'étais un détail administratif, un problème discret qu'ils croyaient pouvoir enterrer. Ils pensaient m'avoir tout volé. Mais ils avaient été négligents. Ils avaient laissé des traces maladroites, évidentes, pleines de trop de confiance. Le genre d'erreur que font ceux qui sont convaincus qu'une fille comme moi ne se défendra jamais. Je pris de nouveau la clé USB de grand-mère et ouvris le dossier intitulé Archives foncières de Huntington. Mon nom figurait sur chaque propriété. Une adresse attira mon attention. Je savais où je devais aller ensuite. Le bail était enregistré au nom de David Tennant, ce qui me fit sourire. Grand-mère utilisait toujours ce nom pour ses permis de pêche ou pour acheter de vieux vinyles en ligne. C'était sa petite blague. Il disait toujours. David Tennant, comme Barbara, la fleur qui pousse là où elle ne devrait pas. Je repensais à ces mots durant le long trajet hors de la ville. Les immeubles laissèrent place aux champs vides, aux clôtures brisées, aux routes silencieuses. Finalement, je me garai devant une rangée de vieux box de stockage. Le 24B était le mien. Je sortis la petite clé en laiton de la pochette en velours et la tournai dans la serrure. Un clic. L'air à l'intérieur sentait le vieux, mais pas l'abandon. Au fond de la pièce se trouvait une étagère métallique. Posée bien au centre, une mallette noire ignifugée. À l'intérieur, une chemise cartonnée couleur craft. Je l'ouvris et trouvai mon certificat de naissance original. Le vrai. Pas la version modifiée avec le nom de mon beau-père. Celui-ci ne portait que la vérité, Madison Bailey Roberts. Aucun ajout. Aucun trait d'union. Puis vinrent les lettres, 12 en tout, écrites de la main de grand-mère. Chacune datée à des moments clés, ma remise de diplôme, le renouvellement des vœux de mes parents, le Noël que j'avais passé seul. Ils ne me les avaient jamais envoyées, mais ils les avaient écrites. Une phrase revenait sans cesse. Ils ne t'effaceront pas. Pas tant que je tiendrai debout. Sous les lettres, un testament notarié. La date prouvait qu'il avait été signé après le faux rapport de mon décès. Sa signature était forte, nette. Il avait tout laissé à moi. Pas à Julia, ni à Liam, ni à ma mère. Moi. Et puis je trouvai quelque chose qui me coupa le souffle, un acte de propriété. Le domaine Roberts à Huntington, en Virginie-Occidentale. La terre elle-même, désormais légalement mienne. Mon nom y était inscrit en gras. Madison Bailey Roberts. Je n'avais pas simplement hérité d'une maison. J'avais hérité du sol sous leur pouvoir. Et ils n'en savaient rien. Je m'assis sur une chaise en plastique fissurée près de la porte, serrant la chemise contre ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je sentais le poids vrai de mon nom. Je n'étais pas un fantôme, et ils ne savaient pas encore que j'étais déjà en train de franchir la porte qu'ils croyaient à jamais verrouillée. Quand je remis la mallette à Francis Bavier, l'avocate, elle ne dit pas grand-chose. Elle feuilleta les documents, le regard perçant. On va agir vite, dit-elle. Aucune surprise dans sa voix, juste une certitude calme, celle d'une femme qui avait vu assez de mensonges familiaux pour reconnaître la vérité quand elle avait des crocs. Nous avons déposé le recours légal en moins de 72 heures.
L'audience fut fixée au samedi. Le tribunal sentait les décisions anciennes et la cire fraîche. J'étais prête. Je portais du noir, non pas parce que j'étais en deuil, mais parce que le noir peut être une armure, même silencieuse. Mes parents arrivèrent ensemble. Ils étaient accompagnés d'un jeune avocat, costume trop serré, sourire trop large. Julia marchait derrière eux, les lèvres brillantes de gloss, les yeux rivés à son téléphone. Aucun ne me regarda. Le juge James dirigeait l'audience. Il était connu pour sa sévérité, ses phrases courtes, et son absence totale de patience pour les drames. Quand notre affaire fut appelée, il fit un léger signe de tête à Francis, mon avocate. Elle se leva, calme et assurée. Sa voix était claire. Nous sommes ici pour contester la gestion de la succession de Barbara Roberts, dit-elle, sur la base de falsification, de pression, et de la suppression volontaire de l'identité légale de ma cliente, Madison Roberts. L'autre avocat leva les yeux au ciel. Votre honneur, mes clients sont les bénéficiaires désignés, dit-il. Toute tentative de modification du testament après le décès de Monsieur Roberts est non seulement infondée, mais purement émotionnelle. Francis ne broncha pas. Elle tapota sur sa tablette. Votre honneur, la défunte avait anticipé cela, dit-elle. Elle appuya sur un bouton. Les lumières s'assombrirent. Un grand écran derrière le juge s'illumina. Le visage de grand-mère apparut. S'ils regardent ceci, dit-il, c'est qu'ils ont essayé de l'effacer. Sa voix était calme, posée. Que les registres montrent que j'ai modifié le testament en pleine conscience. Je n'ai pas été forcée. J'ai désigné Madison comme seule héritière parce qu'elle l'a mérité. Parce qu'elle a survécu à tout ce qu'ils lui ont fait. La salle d'audience se figea. Julia ouvrit la bouche, puis la referma. Ma mère baissa les yeux vers ses mains. Mon père se tortilla sur son siège, comme s'il cherchait quoi rétorquer. Mais le juge James leva la main. Ça suffit, dit-il d'une voix tranchante. Il les regarda sans aucune bienveillance. Vous n'avez pas seulement essayé de tromper ce tribunal, dit-il. Vous avez tenté d'effacer une personne. Il se tourna vers moi. Ce tribunal reconnaît Madison Roberts comme l'unique héritière légale de la succession de Barbara Roberts. Tous les actifs des autres parties seront gelés pendant l'enquête. Je relâchai enfin un souffle. Pas du soulagement qu'une libération. Le mal avait déjà été fait. Il était temps de rendre justice. Plus tard ce jour-là, Julia m'envoya 2 textos. Le premier était bref. S'il te plaît. Le second, plus long. Est-ce qu'on peut juste parler? Rien que nous deux, comme avant. J'acceptais de la rencontrer dans un café discret près du tribunal, un endroit neutre, sans souvenirs attachés. Elle était déjà là quand j'arrivais, tournant une cuillère dans un café dont elle n'avait pas bu une seule gorgée. Son sourire vacilla légèrement en me voyant. Il était petit, peut-être même sincère. Je ne savais pas, dit Julia précipitamment, avant même que je ne m'assoie. Pour le certificat de décès, pour le testament. Ils m'ont dit que c'était juste un formulaire de routine. J'ai signé là où papa m'a dit de le faire. Je ne répondis pas. Je posai simplement mon téléphone sur la table. L'écran resta noir, mais il enregistrait. Je te jure, Kayla, dit-elle, la voix tremblante. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin. Sa voix se brisa en continuant. Je pensais qu'on essayait seulement de protéger ce qui nous appartenait. Je la regardai. Ce qui vous appartenait? Elle sursauta à ces mots. Je veux dire, je ne pensais pas que tu te défendrais. Tu partais toujours avant. Ça, c'était vrai. Avant, je partais toujours. Mais je n'étais plus cette personne. Je suis désolée, murmura-t-elle. J'avais peur. Je pensais que si je n'acceptais pas, il me mettrait dehors aussi. Elle essuya une larme avec la manche de son manteau chic. Et je la crus. Elle était sans doute désolée, peut-être même sincèrement triste. Mais je m'en fichais. Je n'éprouvais aucune colère, aucun cri. Juste le silence. Je repris mon téléphone, le glissai dans ma poche, puis me levai. Je ne me retournai pas en quittant le café. Je l'entendis appeler mon nom, mais je ne m'arrêtai pas. Dehors, l'air sentait la pluie à venir. Je resserrai mon manteau et continuai de marcher. Pas vers le passé, ni vers la vengeance. Juste en avant. En consultant mon téléphone, je trouvai un email qui m'attendait. C'était le dernier document que grand-mère avait laissé. Le titre était en gras.
Transfert de propriété, effectif des confirmations. Les marches du tribunal étaient calmes. Pas de journalistes, pas de cris, seulement le bruit lent de mes bottes sur la pierre alors que je descendais. Dans ma main, l'acte de propriété. Mon nom y était inscrit clairement, sous le sceau du comté et de la succession. C'était réel. Plus aucun doute. Plus besoin de se cacher. Juste avant de poser le pied sur la dernière marche, je me retournai pour regarder le tribunal, cet endroit où j'avais lutté pour être vu et entendu. Je levai l'acte de propriété et pris une photo. Je ne souriais pas. Je ne posais pas. Je restais simplement immobile. Puis je tapai une légende simple. Ils ont essayé de brûler l'héritage. J'ai hérité des fondations. J'éteignis mon téléphone et le rangeai dans mon sac. Pas d'annonce grandiose. Pas besoin d'en parler au monde entier. Je marchai sur 6 rues tranquilles jusqu'au petit studio en briques pour lequel j'avais signé les papiers 3 jours plus tôt. Il se trouvait entre une boutique de fleurs et une vieille laverie. Les fenêtres étaient hautes. Le plancher en bois était rayé et usé. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. J'ouvris la porte du studio et entrai. L'endroit était silencieux, et mes pas résonnaient sur le vieux plancher. L'air sentait un peu la poussière et la peinture, et la lumière filtrait à travers les grandes fenêtres. Je m'approchai de mon sac et sortis l'enveloppe que grand-mère m'avait laissée dans le coffre. Celle avec les mots « Commence ici » écrits en lettres grasses. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, il y avait 3 choses. D'abord, un croquis fait à la main de l'agencement du studio. Simple mais précis, avec des annotations dans l'écriture familière de grand-mère. Il avait dessiné de petites flèches là où il pensait que les meubles devraient aller, et écrit de petites idées comme « Ajouter une lumière ici » ou « Ce mur pourrait accueillir de l'art ». Ensuite, une demande de licence commerciale pliée. Elle était déjà à moitié remplie de sa main. Mon nom figurait sur la première ligne, ainsi que l'adresse du studio. Il avait même entouré « Service créatif » comme type d'activité. Et enfin, une lettre. Brève, juste quelques lignes. Mais 4 mots étaient soulignés, ressortant comme s'ils étaient en gras. Crée quelque chose qu'ils ne pourront pas effacer. Je m'assis par terre, en tailleur. La poussière flottait dans la lumière comme des souvenirs. Tout ce qui s'était passé, la perte, la trahison, la lutte pour récupérer ce qui m'appartenait, semblait maintenant se poser doucement autour de moi, comme de la poussière après une tempête. Ce n'était pas une histoire de vengeance. Je ne faisais pas ça pour les blesser ou me venger. Et ce n'était même plus une question de justice. Pas vraiment. C'était un commencement. Mon commencement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais calme. Pas vide, mais rempli. Rempli d'un but. Je regardais autour de moi. Les murs étaient nus. Le sol était marqué. Mais ça n'avait pas d'importance. C'était à moi. Je replongeai la main dans l'enveloppe et trouvai un post-it caché derrière le croquis. Grand-mère y avait écrit une dernière phrase, de son écriture tordue mais soignée. Même les cendres peuvent pousser des racines, si on leur laisse le temps. Je souris. Il avait toujours su dire de grandes choses avec des mots simples. Je me levai lentement, brossant la poussière de mon jean. Le travail à venir serait long, et probablement difficile. Il faudrait rénover l'espace, terminer les papiers, et commencer quelque chose de réel. Mais je n'avais plus peur. Plus maintenant. Je pliai soigneusement le croquis et la lettre et les posai sur la petite table près de la fenêtre. Puis j'ouvris grand les fenêtres, laissant entrer la lumière et l'air. C'était mon lieu, mon histoire, et j'étais enfin prête à commencer.